plus les années passent, plus le poids des bougies devient plus lourd que celui du gâteau. Engels. Paul Biya a donc fêté ses 91 ans. Le 13 février 2024. 91 ans, c'est l'âge qu'on me donne. Mais quel âge a-t-il exactement? Prenant même 91 ans, on pourrait dire c'est lourd à porter. Quelles sont ses capacités physiques, morales et intellectuelles? Tous les médecins sont catégoriques qu'il n'a plus 20% de ses potentialités. Mais pas ça. Mais pour la première fois, le couple présidentiel se trouve dans des vagues de critiques, et particulièrement la première dame, par rapport à sa vie clinquante, à son exhibitionnisme, tous azimuts, et surtout, parfois, à des anniversaires qui ressemblent souvent à une foire du marché de Mbongbi, où toutes sortes d'ignominies, toutes sortes d'individus venant de basse classe, de moralité douteuse, avec des sons stridents incendiaires, viennent souvent polluer l'atmosphère du palais présidentiel. Mais pour la première fois, pas de vidéo de Paul Biya, pas de grande danse de Chantal Biya, esquissant ses pas avec des invités qu'elle choisit parfois, souvent dans des futures belles familles. Pour la première fois, pas de Julienne Fosso au niveau de ses photos. Juste Chantal Biya évoque avec Paul Biya comme quoi l'anniversaire a été froid. Froid par rapport à toutes les révélations qui sont faites, froid par rapport au fait que la première dame soit partie du palais présidentiel en plein hiver en Europe pour venir, pas pour des problèmes de santé, mais pour le divertissement, alors que son mari est un grand corps malade. Divertissement qui a été aussi plombé et critiqué, surtout par une dame, Marlène Mvoutou, qui a réussi à montrer la légèreté de la première dame. On peut dire tout ce qu'on veut, mais on peut dire qu'elle a frappé fort et qu'elle a frappé dans le cœur du pouvoir. Parce que Chantal Biya, justement, est celle-là qui est le cœur du pouvoir. Naguère, c'était Laurent Esso que certains artistes appelaient le cœur du pays. Cette fois-ci, c'est Chantal qui est bel et bien le cœur du pays, boit la vie, joue la vie, a l'envie. Et surtout, peut décider tout ce qu'elle veut au palais des Toudi, peut décider de ses sorties, peut décider de ses arrivées, peut décider de ses départs. Pour arriver au palais des Toudi, Chantal Biya n'est pas venue avec une forte délégation. Bien au contraire, toute sa marmaille qu'elle traînait n'a pas eu à voyager. Beaucoup sont restés donc ici à Neuilly, beaucoup sont restés à Paris, comme quoi Chantal Biya ne voudrait plus tellement rester ces jours-ci à Toudi. Aujourd'hui, la vie lui paraît beaucoup plus fleurie, plus jolie à Paris, les belles nuits où on peut danser en belle compagnie. Chantal Biya aujourd'hui a retrouvé sa verte jeunesse, celle qui lui a manqué tant, comme cette chanson de Coco Argenté que il va te cogner comme s'il venait de Condengui. On dirait donc que Chantal
sort de Kondengui et qu'elle a retrouvé sa liberté dehors et que cette liberté doit se jouer à Paris. L'anniversaire ayant été fêté, quand va-t-elle décider de partir? Paul Biya a pris la corde au cou dans la mesure où Chantal Biya impose et surtout dicte la loi. Les propos de Marlène Mvoutou ont suscité aussi de l'émoi de la part de certains autres influenceurs, des activistes et même des journalistes. Et aussi du côté de la famille de Chantal Biya, on a voulu répondre parfois à certains journalistes ou à leurs chroniqueurs qui ont aussi voulu critiquer la première dame. Je vais vous faire écouter peut-être un petit extrait d'une réponse de la famille de la première dame qui aujourd'hui réussit quand même à sortir et montre aussi une autre image. Une image qui nous montre quand même que même à Nanga, Chantal Biya n'a pas beaucoup investi. Comme Paul Biya. Mais avec la solidarité du village, on continue toujours à la soutenir. Regardez ce monsieur qui répond et qui... Chers amis, bonjour. Je suis un certain Youl de Maba. Je suis natif du département de la Haute-Sanaga. Aujourd'hui, ce matin, j'ai cru entendre un certain Sismondi Barlet Bidjoka parler des Nanga. Cher ami, je ne sais pas, tu t'es autoproclamé journaliste. On me dit que tu as même une chaîne de radio. Je ne sais pas si elle est écoutée par 10 personnes par jour. Tu es obligé de faire tes éditoriaux pour insulter des personnalités de la République. Si ce n'est pas la première dame, c'est Samuel Eto'o. Si ce n'est pas Samuel Eto'o, c'est Martin Savoum, le maire de Libé. Si ce n'est pas lui, c'est le ministre d'État SGPR. Mon ami, tu es un journaliste de basse échelle. Je veux un peu te parler des journalistes Nanga. Là, tu te mets à l'école de journalisme. Tu as entendu parler d'un certain Jean Lamberna, un certain Eben Olinga, un certain Michel Djokabada, une certaine Adel Mala, et le grand maître, celui qui va te mettre au banc, un Tussonga, Romuald. Voilà les Nangay Boko. Voilà ce qu'on appelle des journalistes. Toi, tu n'es pas un journaliste, tu es un mendiant. Tu es mendiant. Après Marlène Mvoutou, c'est toi aujourd'hui, tout simplement parce que tu es en train de chercher l'exil politique pour que tu partes du Cameroun et que tu dises qu'on a envie de te tuer au Cameroun. Tu t'attaques au Nanga. Je vais citer le nom d'un artiste, Aïdjo Mamadou a dit ceci. Ma belle Modio, si que na, madame Atiak. Si je refuse des problèmes, ce n'est pas parce que je suis faible. Ce n'est pas parce que je ne suis pas fort. Nous les Nanga, nous sommes là, on ne parle pas. Nous subissons ce que toutes les tribus du Cameroun subissent. Quand tu dis que le ministre SGPR, tu as vu son secrétaire particulier, il est ressortissant du Nord. Quand tu parles de la République, quels sont les postes clés que les natifs de la Haute-Sanaga ont? Peut-être que tu veux parler de l'ARMP. Voilà le seul directeur que nous avons là-bas. S'il faut parler des ministres, en dehors de l'homme à la peur dont tu parles là, nous avons le ministre des Arts et de la Culture, pour ne citer que les deux là. Pourquoi tu nous en veux, cher Mandian? Pourquoi tu en veux un Nanga? Ce que tu fais là, c'est de la famille, c'est de la mendicité, cher ami. C'est de la mendicité. Tu ne vas pas insulter tout un peuple comme ça là, toute une tribu. Nous sommes des nobles. Je suis ici, c'est le village natal de la première dame. On appelle ici Ndumba. Ndumba, ça c'est les origines. Regardez le village de la première dame. Voilà la route. Mon ami, venez un peu là. Voilà la route qui va dans son village. C'est bitumen. C'est la même chose comme Ebolova à Comde, Kribi, chez le chef de l'État. Chez le chef de l'État. Donc alors tu nous en veux pourquoi? Cher ami, mais tu es Bassa, tu veux venir salir l'image de Bassa, ou bien tu as jeté un pavé dans la mare pour dire que si jamais il y a encore des nominations, qu'on ne place plus un Nanga. Tu mens, mon ami. Les Nangas sont des nobles.
Nous respectons les gens. Nous respectons les gens. Donc, mon cher Sismondi Barlet Bidjoka. Je vais m'arrêter là. Pourquoi je mets surtout cet extrait? C'est pour vous montrer que même le village de Chantal Biya est à de la poussière. Et il dit que même chez Paul Biya, il y a de la poussière. 41 ans au pouvoir. Mais on vous fait comprendre que ces gens ont des milliards dans des comptes. Vous avez vu celui qui défend Chantal Biya là, là il va entrer. C'est une maison ça? Ailleurs on voit, quand vous dites que vous supportez des gens, on voit le développement. Mais avec Chantal Biya, il n'y a pas de développement. Avec Paul Biya, il n'y a pas de développement. Il n'y a que ce tribalisme là. Quand vous critiquez, vous dites que non, nous on est ceci. Comment vous pouvez être noble dans de telles circonstances avec une première dame qui pourtant est milliardaire? Chantal Biya, puisqu'il s'agit d'elle, aujourd'hui, tient les rênes du pouvoir. Vous n'allez pas seulement parler de Nanga, voilà les seuls Nanga. Mais le problème c'est que même les gens qui sont autour d'elle, quand je parlais de Julienne Fosso, mais elle n'a pas besoin d'être Nanga. Quand je parle de ses affaires, vous allez voir que Chantal Biya, sa coquine avec des Bamileke, avec des nordistes, mais surtout avec des Bamileke, où j'ai parlé que c'est sa future belle famille. Je vais y revenir. Mais surtout, l'argent du contribuable camerounais, ça sert à quoi? Juste à payer des sacs. Comme vous avez pu constater, pour aller à la cérémonie de Samuel Eto'o pour le ballon d'or, on vous dit qu'elle porte un sac de 25 000 $ pour prendre des jets privés, pour venir acheter des maisons ici. Quand elle le fait, dans son village, il n'y a pas de puits, il n'y a pas de développement. Mais vous vous rendez compte qu'à peine mariée à Paul Biya, Chantal Biya, en 1997, avait déjà des appartements ici. Et aujourd'hui, elle veut venir vivre à Paris. Elle veut venir vivre à l'étranger. Elle fait la fête à l'étranger. Parce que c'est beau à l'étranger. La dernière fois, elle était en Russie, elle regardait la place du Kremlin, elle dit oui. Yaoundé, elle n'a pas pu. Les murs du palais d'Etoudi s'écroulent. Elle a des milliards. Chantal Biya, quand les gens parlent, ce n'est pas pour la dénigrer, mais c'est des vérités. Parce qu'elle a créé un truc qu'on appelle le SERAC. Le SERAC, c'est Paul Biya qui a validé ça. Le SERAC est une entreprise d'escroquerie et de blanchiment d'argent. Elle a créé ça en 1995. Et le SERAC, Paul Biya va faire une loi, un décret. C'est-à-dire que c'est le décret numéro 2017-116 du 16 avril 2017. Ça reconnaît le SERAC comme une organisation d'utilité, une association d'utilité publique. Or, qu'est-ce qui se passe? Dès que Chantal a pris ce SERAC, où on dit qu'il faut développer les pays, les villages et tout, aller creuser des puits, faire ça, tout. Elle a pris ça. Toutes les femmes, les épouses de ministres, les femmes des ambassadeurs, ils sont. On cotise. Les admissions, vous faites la demande à Chantal Biya. Et derrière ça, il y a aussi Synergie africaine. Mais sauf que Paul Biya va faire une autre loi, qui est la loi numéro 58, bar 2018. Non, je crois que... oui.
c'est barre 1990. Voilà. C'est sur les associations. Et le chapitre 4, pratiquement l'article 32, ça vous dit que des organisations comme le SERAC et tout, mais on n'est même pas le SERAC, hein, c'est ça que Chantal Biya utilise, doivent bénéficier des legs, des dons, et aussi des subventions de l'État. Ça fait que les ministères, les entreprises publiques, parapubliques et même privées, c'est pour ça que les gens qui sont dans le SERAC, à part les femmes des ministres, ce sont les femmes des directeurs, les femmes des députés, les femmes des secrétaires généraux, dont la crème de la crème. Et vous cotisez. Qui contrôle cet argent? C'est Chantal Biya. Avec Nathalie Moudiki. Ce sont des milliards dont l'État du Cameroun fait des dons, des legs. C'est-à-dire que tu peux entendre que l'État du Cameroun a cédé telle maison à Chantal Biya. Et Maître Meunier est derrière. Donc, ces dons-là, les dons peuvent être fonciers. Beaucoup de maisons que Ali doit laisser sont déjà passées sous l'escarcelle de Chantal Biya. C'est Chantal qui les gère. Et elle ne rend compte à personne. Elle prend de l'argent un peu partout. Et cet argent, il y a un autre circuit de blanchiment qui passe par un grec. Le gars s'appelle Loris. Vous vous rappelez qu'en pleine Cali, il y a l'incendie d'une boîte de nuit à Bastos. Lives, comme ça qu'on appelait ça. Et puis vous êtes surpris de voir presque tout le gouvernement. Il y avait eu 16 morts. Hein. Et il y a souvent eu des accidents où il y a les 300 morts au Cameroun. Vous ne voyez pas tout le gouvernement. Donc, le secrétaire général à la présidence était là. Atangadji était là. Le ministre de la Communication était là. Et tout, bref, tout le monde était à Livres. Pourquoi? Parce que c'est l'un des investissements de Chantal Biya à travers Loris. Et Loris, lui aussi, place cet argent où? À Chypre. Quand les enquêtes ont été ouvertes, et surtout qu'il fallait indemniser, aucune famille n'a été indemnisée. On a fait partir Loris. Je vous avais déjà parlé de la société Biya Holding qui a disparu des radars. Et tout l'argent se retrouve dans des paradis fiscaux gérés par Chantal Biya. Donc il y a déjà l'argent des synergies africaines qui passe, c'est-à-dire qui vient d'abord du SERAC. Le SERAC collecte tout depuis 1995 au Cameroun. Tout. Elle est passée, ils avaient créé ce qu'on appelle Fondation Chantal Biya. Donc les dons internationaux arrivent. Au lieu d'aller au ministère de la Santé, ça vient directement chez Chantal Biya. Chantal Biya est donc devenue multimilliardaire. Et aujourd'hui, elle peut se faire sa vie. Puisque le vieux père est déjà là, ne contrôle plus rien. C'est elle qui lui dit, tu ne mets pas ça, allez, moi je pars, je m'en vais danser et tout et tout. Elle s'en fout maintenant, elle fait sa vie. Le problème est que ce que le Cameroun traverse est exactement ce que la Tunisie a traversé. Et le pire, c'est que quand vous regardez Chantal Biya est exactement comme Léla Traversy. C'est-à-dire que Léla Traversy, c'était une fille de nuit qui s'amusait, qui était ceci, qui avait connu un premier mariage, et puis un deuxième mariage, où elle pouvait marcher, tout, et s'en fichait, tout ça. Jusqu'à ce qu'elle est tombée sur Traversy, qu'elle va épouser. Traversy, sur Ben Ali. Mais Ben Ali va faire d'elle parce qu'il y avait un écart de 20 ans. Là encore, vous vous rendez compte. L'écart n'était pas grand. Mais Ben Ali
qui était un monsieur qui, voilà, qui tenait encore debout, va connaître le cancer de la prostate. Comme Paul Biya. Cancer de la prostate, il ne peut plus gérer, il ne peut plus donc gérer sa femme. Et pendant ce temps, qu'est-ce que cette femme avait fait, Léla Trabelsi? Elle avait placé tous ses frères, ses amis partout au palais. Partout. Elle faisait les samsonglés. Et d'ailleurs, elle a commencé à quitter. Elle avait eu 3 enfants avec Ben Ali, dont le dernier qui s'appelait Mohamed, on me disait, oh, c'est l'héritier. Dès qu'un ministre parlait, c'est-à-dire que tous les ministres, les gars du corps, c'est comme ça qu'ils mouraient. On constatait que tel, allez, achevé, même ses ex, allez, étaient tués. Parce qu'elle ne voulait pas que son passé ressorte, parce qu'elle était elle-même coiffeuse, et par la suite, elle se livrait dans la nuit, et puis sa mère elle-même aussi était, bon voilà, sa mère était une braiseuse, et tout. Donc, la mère de Chantal était une braiseuse de poisson, Alice Barr, ne l'oublions pas. Donc, à une certaine période, quand tu sors de ce milieu, au lieu d'être modeste, tu veux tellement une grande vie qui devient incroyable, tu veux dominer tout le monde, tu veux t'imposer, et si quelqu'un... C'est comme ça que Léla va quitter souvent la Tunisie en blâmant son mari, qui était bien faible comme Paul Biya. Elle va commencer à venir chercher les shows ici à Paris. Et il y a un journaliste, Baga, qui avait écrit, il avait un journal, il était réfugié politique. Et le journal s'appelait L'Audace. Il sera le premier à dire que ce n'est pas possible. Comment la première dame peut venir avoir un tel comportement? La première dame de Tunisie, c'est-à-dire que Léla, elle va imposer à son mari de rompre les relations diplomatiques avec la France. Tant que ce monsieur-là écrit ce journal-là, Ben Ali, qui pourtant était dans la lutte contre ce qu'on vous appelle là, le terrorisme, ça existait déjà à cette époque, hein. Voilà. Il était obligé de menacer la France, de dire, si vous n'arrêtez pas le journal là, je romps. Parce que le journaliste avait toutes les preuves, on l'a filmé même dans des discothèques, on l'a filmé en train d'embrasser des gens et tout, faire la fête et tout. S'habiller avec des grosses perruques, des machins, danser avec des gros sacs et tout. Ben, veuillez m'excuser. Veuillez m'excuser. Un instant. Je crois que nous avons un vrai problème. Nous avons un problème avec Facebook. Donc, veuillez m'excuser. Je disais donc que ce que vous voyez qui arrive aujourd'hui à Chantal Biya, qui arrive aujourd'hui au Cameroun, c'est quelque chose qui a existé ailleurs, où le chef d'État a été humilié, où le chef d'État était devenu comme un enfant parce qu'il était affaibli. Ben Ali n'avait pas de possibilité de pouvoir recommencer à avoir cette autorité. Ben Ali était donc obligé de se soumettre au dictat de la première dame. Et cette première dame a d'ailleurs fait, comme je le disais, elle imposait les remaniements. Elle disait c'est elle qui doit être là, c'est elle qui doit être là, c'est tel autre qui doit être là. Et Ben Ali acceptait. Ben Ali acceptait. Quand je parle de Chantal aujourd'hui, j'espère que ce n'est pas une façon de dire qu'on est en train de dénigrer la première dame. C'est qu'on est en train de donner une alerte. Parce que ça a fragilisé le pouvoir de Ben Ali. La preuve, c'est que le pays avait compris que c'est elle qui gérait tout. Et du coup, il a suffi de rien du tout, c'est-à-dire Bouazizi, un simple petit vendeur ambulant comme ça,
qui s'étaient immolés parce qu'il n'y avait plus d'argent, le niveau de vie. On était en Tunisie dans la vie chère, comme actuellement au Cameroun. Dès qu'ils s'étaient immolés, alors là, c'est là où la révolution du jasmin a commencé. La révolution du jasmin a commencé. Vous vous rendez compte que la première dame de Tunisie venait ici, elle vivait avec un fleuriste qui était lui-même un trafiquant de drogue. La révolution du jasmin déclenche. Boum. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va avec son mari. Et c'est là où la vérité, donc, et là où je vais attirer l'attention de Chantal Biya, qui ne connaît pas l'histoire. Nous sommes en janvier 2011. Le peuple tunisien dit, on en a ras-le-bol qu'une femme s'occupe des affaires. Nous avons un président qui est devenu impotent, qui ne peut plus rien. Ce n'est pas possible. C'est ça qui provoque la révolution. Ils prennent le vol pour aller où? À Paris. Parce que Ben Ali avait, c'est-à-dire que Léla avait contraint Ben Ali à acheter des maisons ici. Des villas à la Côte d'Azur et aussi un chalet, sans pour autant oublier 2 hôtels particuliers à Paris. Ils sont dans l'avion. Quand ils veulent arriver à Paris, c'est-à-dire qu'on leur dit, non, c'est interdit, l'Élysée dit que vous ne descendez pas. Cherchez notre direction. Ils avaient des maisons ici. Hein. Ils avaient investi ici. Hein. Des milliards étaient ici, enfouis. C'est comme ça qu'ils sont partis atterrir en Arabie Saoudite. Arrivé en Arabie Saoudite, là-bas encore, ça a été la catastrophe. Léla Traversi a dit à son mari, nous faisons chambre à part. Vous êtes mariés, hein? Elle dit que tu es déjà vieux, tu ne peux plus rien. Le gars est mort seul. J'ai dit seul. En 2019. La première dame ne s'occupait plus. Parce que la première dame, selon le bilan qui a été établi, avait déjà accumulé une formule de 5 000 milliards de dollars. 5 milliards de dollars plutôt. 5 milliards de dollars. Elle avait accumulé ça. Et voilà donc. Et il y avait des lingots d'or dans la banque centrale de Tunisie. La première dame, avec la complicité de son frère Belhassen, et aussi ses autres frères, parce qu'elle était issue d'une famille de 11 enfants. On avait vidé tous les lingots d'or. C'est parti. Elle a éparpillé ça à travers le monde entier. Et finalement, Ben Ali est mort en tentant d'écrire ses mémoires. Comme il voulait écrire la vérité dans ses mémoires, comment la femme l'a ruiné. Comment sa dame a ruiné la Tunisie. Et comment il était devenu esclave. La première dame a confisqué les mémoires. Ce n'est jamais sorti. Ben Ali est mort. Pendant ce temps, elle jouait sa vie. Elle poste les vidéos, elle poste les photos, sa fille partage. Là où elle a une nouvelle bague avec la main d'un homme. Des rumeurs ont commencé à dire que la première dame était déjà partie épouser, était déjà en 4e noce avec un prince saoudien. Elle commence à voyager à travers la terre entière. Voilà ce qui s'est passé en Tunisie. Les gens regardaient sans savoir que c'est la première dame qui a fini par ruiner tout un pays. Aujourd'hui, Ben Ali, lui, il est mort. Elle joue sa vie. Elle joue sa vie. Et c'est ce que Chantal est aujourd'hui en train de faire. Quand vous regardez la vie de Chantal et tout ce qui s'est passé, comment est-ce qu'elle est arrivée dans ce palais d'étudier, même avec ses propres amis ou avec sa famille qui a profité? Personne. C'est elle seule qui profite avec ses enfants. Et d'ailleurs, au palais d'étudier, vous avez vu l'anniversaire là. Quand vous voyez Paul Biya,
Même ce qu'on lui dit, souffle, comme souvent là. La petite décoration là, vous connaissez combien ça coûte? Entre 500 millions et 1 milliard à chaque fois. Et vous savez pourquoi? Parce que c'est sa belle-fille qui fait ça. À travers la société Home Event. Donc, c'est la femme de Frank Ernst qui gagne ces marchés. Tout comme celui-ci dit que non, il n'y a personne. Quand vous voyez l'intendant du président dit à la présidence de la République, il y a un intendant. Mais c'est l'adjoint qui achète les Pétrus, qui fait tout ça, qui fait sortir de l'argent. Hein. Mondoulou, c'est qui? C'est le neveu de Chantal. Partout où vous allez partir, il a placé ses pions. Donc, qu'on ne nous dise pas que, oh, on n'est rien. Oui, je comprends bien qu'au niveau du village, elle n'a rien fait. Mais son entourage est ceux qui préparent sa retraite, qui préparent son nouveau mariage après Paul Biya. Eh bien, ils vivent bien. Ils ont des milliards. Et d'ailleurs, tous ceux qui ont connu Chantal dans son passé, ou ceux qui lui ont tendu la main, ils sont partis où? Ou elles sont parties où? Elles ont été assassinées. Ce sera le prochain dossier.